Chers collègues, femmes, juges de tous les continents, je vous salue. Je suis Madame Sibi, magistrate, je suis membre de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption du Sénégal. J'avais souhaité apporter ma petite contribution par rapport à des problématiques qui nous interpellent. Tant est grande la souffrance des victimes, qui ne sont que deux cibles particulièrement vulnérables et qui ont besoin d'être protégées. Je veux nommer les jeunes filles et les jeunes garçons. En marge de la conférence biennale qui s'est tenue récemment à Cape Town, et je voudrais féliciter Madame la Présidente sortante et la Présidente élue. J'avais souhaité être interviewée sur la protection transfrontalière des enfants contre l'exploitation à titre économique ou sexuel dans la région ouest africaine. Et j'avais souhaité échanger sur trois problématiques, sur trois points. Le premier point portait sur l'examen du cadre normatif au plan international. Le deuxième sur le cadre normatif au plan africain. Et en troisième lieu, j'avais souhaité, une fois que ce décor normatif est campé, me poser la question de savoir pourquoi, malgré autant de dispositions, autant de normes, aussi bien au plan international qu'au plan national, jamais les cas de violation des droits des enfants n'ont atteint un niveau aussi préoccupant et aussi révoltant. Je dois avouer que lorsqu'on parle des droits des jeunes filles, on se projette dans l'avenir parce que les jeunes filles, futures femmes de demain. Et c'est pourquoi j'aurais aimé échanger sur le combat qui a été un combat perpétuel et qui le demeure jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a été donné aux femmes. En 1791 d'abord, on s'est rendu compte que pour un monde de paix, un monde juste, il fallait consacrer le respect de l'être humain à travers une déclaration qui a été adoptée en France. Aux États-Unis également, il y a eu une déclaration pour rappeler la sacralité de l'être humain. Mais c'est véritablement en 1948 que la communauté internationale s'est dotée du premier instrument juridique sur les droits humains, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça s'est passé en 1948. Mais de 1948 à maintenant, on s'est rendu compte que malgré l'énonciation des principes fondamentaux très forts, eh bien les manquements demeurent toujours. Et concernant les femmes également, un instrument a été adopté en 1979. C'est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Mais si vous vous rendez compte que pour parvenir à ce projet de convention qui a été adopté le 18 décembre 1979, il a fallu 30 ans de travaux en commission. 30 ans de travaux en commission. Parce que la commission a été installée en 1946. Le 20 novembre 1989 aussi, on a eu la déclaration, la Convention sur les droits des enfants, les droits de l'enfant, pour encore une fois réaffirmer des principes fondamentaux, mais des principes en réalité qui s'inscrivent en ligne droite aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que dès qu'on est, eh bien, on se va consacrer des droits
qui sont des droits universels, des droits fondamentaux. Au plan africain également, l'Afrique n'est pas restée sans réaction, parce qu'au plan africain, il y a eu un important document qui a été adopté. Il s'agit de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a été adoptée par l'Organisation de l'Union africaine, de l'unité africaine, qui est devenue Union africaine par la suite. Également par la suite, concernant toujours cette cible, il y a eu ce qu'on a appelé la Charte pour la protection des droits de l'enfant et du bien-être de l'enfant. Ça, il s'agit d'un instrument africain. Il y a le protocole de Maputo aussi de juillet 2003. Mais malgré tous ces instruments-là, on se rend compte que les cas de violation n'ont jamais atteint un niveau aussi important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire preuve d'engagement. Et je compte beaucoup sur l'Association internationale des femmes juges, qui sont des femmes d'abord, mais qui sont des mères aussi, et qui, par leur participation dans la gouvernance de la justice, rassurent les populations, rassurent les communautés. La responsabilité des autorités étatiques, eh bien, on ne peut pas l'occulter. Parce que lorsqu'on a la lourde responsabilité de faire en sorte que les citoyens et les citoyennes puissent voir leurs droits respectés et jouir de ces droits-là, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des manquements, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque part des problèmes. Et dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest, ce trafic qui est en train de prendre des proportions inconsidérées inquiète tout le monde. Et c'est des enfants qui viennent de divers pays, avec des recruteurs au niveau des pays d'origine, des passeurs au niveau des pays de transit et des fois des proxénètes dans les pays d'accueil ou des exploitants qui imposent à ces enfants-là le travail forcé. Il s'agit d'une exploitation économique. Et pour les proxénètes, il s'agit d'une exploitation sexuelle. Eh bien, il y a eu des manquements dès le pays d'origine. Parce que les communautés, eh bien, observent le silence. Il faut encourager le signalement. Il faut les signaler. Parce que pour pouvoir recruter, ça prend énormément de temps. Et les recruteurs, en général, on les connaît. Mais cette loi de l'omerta, elle est favorisée simplement par ce que nous devons combattre, la pauvreté. Mais la pauvreté ne justifie pas tout. On a beau être pauvre, mais pas au point de remettre son enfant entre les mains d'un criminel. Toujours dans le cadre de la responsabilité des autorités étatiques, eh bien, ces enfants traversent des frontières et les polices des frontières. Pourquoi est-ce que les polices des frontières n'interpellent pas tout individu suspect voyageant avec des enfants pour immédiatement enclencher une procédure d'enquête et mettre ces enfants-là en sécurité? Entre le pays d'origine et le pays de destination, eh bien, des fois, c'est de longs mois. Il y en a qui perdent la vie en cours de voyage. Au niveau des pays, également, il faudrait que nous nous dotions d'une bonne politique en matière de protection sociale et judiciaire des enfants. Pour que dès qu'un enfant est en danger, qu'on puisse le mettre à l'abri. Et là, pour le faire, il faut des établissements d'accueil et d'hébergement des enfants, avec un personnel qualifié qu'on appelle souvent les éducateurs spécialisés. Mes chers collègues, l'heure est particulièrement grave. Je ne suis pas pessimiste par nature, mais je dois avouer qu'avec l'aggravation des formes de violence rendues possibles par Internet, ces réseaux sociaux-là, je me dis que l'heure est venue pour que l'humanité toute entière prenne la mesure de la gravité de la situation. Il faut qu'on adopte de nouvelles normes, des normes beaucoup plus répressives, et qu'on
mettre un accent particulier sur la formation des enquêteurs. Parce que de plus en plus, ces délinquants-là, ils sont dans une sophistication telle que la technique d'enquête ordinaire ne permet pas de les démasquer. Eh bien, pendant que j'étais directrice de l'éducation et de la protection sociale, j'ai reçu des jeunes. On a arrêté au niveau de la frontière un monsieur avec son épouse voyageant avec une trentaine d'enfants, un garçon et une fille. Ces enfants étaient mal nourris, ils étaient mal habillés, ils étaient mal entretenus. Mais fort heureusement, au niveau du Sénégal, nous avons des établissements accueillant et hébergeant des enfants qui sont en situation de détresse. Et la première réponse, c'est la mise à l'abri. On les met à l'abri, on les met en confiance avant de procéder à leur écoute. Parce qu'un enfant, on ne l'interroge pas, on l'écoute. Et bien là, c'est toute l'importance aussi du respect de la justice juvénile. Mes chers collègues, dans nos discussions futures, j'aurais humblement proposé qu'on intègre au titre des thématiques la protection des droits des enfants et surtout la protection transfrontalière des droits des enfants. Il y a aujourd'hui des jeunes filles qui sont exploitées au Liban. Et lorsque elles sont contactées, c'était pour un travail bien rémunéré. Et bien, dès qu'elles ont foulé le sol du pays d'accueil, le passeport a été confisqué. Et c'est une forme d'esclavage qui dépasse tout ce qu'un être humain, doté d'une humanité, peut imaginer. Eh bien, mes chères sœurs, je vous encourage, mais mobilisons-nous encore. Luttons contre l'ignorance. Luttons contre l'ignorance. Favorisons l'éducation. Parce que la première réponse au sous-développement, c'est l'éducation. Et le meilleur moyen de maintenir un peuple, une communauté dans le sous-développement, c'est de le maintenir si c'est un peuple, ou de la maintenir si c'est une communauté dans l'ignorance. Eh bien, chers collègues magistrats, en définitive, lorsque des cas de manquement auront été commis, il nous deviendra d'appliquer la loi. Faisons en sorte que sur nos territoires d'exercice, que la peur soit installée dans le camp des délinquants, dans le camp de ces criminels-là. Faisons en sorte que sur le territoire de notre souveraineté, eh bien, que ces délinquants, ces prédateurs sexuels se sentent dans une insécurité. Et ensemble, nous donnons la main. Faisons en sorte que ces délinquants soient boutés hors de nos pays respectifs. Eh bien, chers collègues, juste pour compléter un peu par rapport à la situation de ces enfants, nos ressortissants sénégalais qui avaient fait l'objet de cette exploitation-là, après un temps de séjour dans nos établissements, les établissements accueillant et hébergeant des enfants, après une prise en charge par des professionnels, avec un profil pluridisciplinaire. Il y a eu les éducateurs spécialisés, il y a eu des médecins. C'était des enfants qui étaient malades aussi quelque part. Il y a des nutritionnistes qui se sont impliqués, mais il y a également des psychologues. Immédiatement, le ministère de tutelle, le ministère de la Justice, a saisi le ministère des Affaires étrangères parce qu'il s'agit de relations entre deux pays, des non-ressortissants qui se retrouvent dans un autre pays. Eh bien, il faudrait faire les choses en respectant la diplomatie. Les autorités consulaires des pays concernés, parce que pour eux, le premier cas, c'était des jeunes Sierra-Léonais. Il y avait des jeunes libériens aussi, mais pour le deuxième cas, c'est des jeunes guinéens. Eh bien, les autorités consulaires de ces deux pays concernés ont été informées et beaucoup de séances de travail ont été organisées pour préparer déjà le retour des enfants avec l'implication des autorités au niveau de la capitale. Et une fois que toute la formalité ou la procédure d'identification a été parachevée, et
Il a fallu maintenant préparer le retour de ces enfants au pays. Et ce retour a été rendu possible grâce à l'implication d'organismes relevant du système des Nations Unies ou l'assistance et l'appui remarquable d'organisations non gouvernementales comme Plan International ou Save the Children. Voilà un tout petit peu le petit complément que je voulais apporter, parce que non seulement il faudra assurer leur prise en charge, mais également faire en sorte que le retour au pays de ces enfants-là soit rendu possible. Je vous remercie.